Imaginez ouvrir un livre d'histoire utilisé dans les lycées de n'importe quel pays occidental. Vous cherchez des preuves de communautés noires indigènes dans les territoires colonisés des Amériques, d'Afrique et d'Asie. Vous cherchez des archives archéologiques, vous cherchez de la documentation, vous cherchez les voix de ceux qui ont vécu ces réalités. Et que trouvez-vous? Pratiquement rien. Un vide malhonnête au milieu de centaines de pages sur la colonisation et la résistance autochtone. Mais voici l'impossibilité qui structure tout ce que vous êtes sur le point de découvrir. Cette documentation existe. Ces archives archéologiques ont été trouvées. Ces données ont été compilées par des académies et des institutions de recherche respectées. Les preuves ne sont pas une théorie du complot, elles se trouvent dans des archives publiques, dans des publications scientifiques examinées par des pairs, dans des musées et des bibliothèques réparties dans le monde entier. Les preuves sont documentées, cataloguées et accessibles. Et pourtant, cela reste invisible. La question qui sous-tend tout cela n'est pas « cette connaissance existe-t-elle » Oui, elle existe. La question est « pourquoi le silence est-il si systématique ? Pourquoi les écoles ne l'enseignent-elles pas ? Pourquoi le récit officiel omet-il commodément des communautés entières de personnes qui ont façonné l'histoire que nous devrions apprendre ? Commençons par les données brutes. Entre le XVIe et le XIXe siècle, dans de multiples régions géographiques séparées par des océans et des continents, des archéologues et des historiens ont systématiquement documenté la présence de populations noires intégrées aux communautés indigènes. Je ne parle pas de spéculation. Je parle de preuves physiques, artefacts, ADN, structures d'habitation, registres commerciaux et documentation administrative laissée par les colonisateurs eux-mêmes qui ont tenté, désespérément, de catégoriser et de contrôler ces populations. En Amérique du Sud, particulièrement dans les régions côtières de ce qui est aujourd'hui le Brésil, le Pérou et la Colombie, les registres des XVIe et XVIIe siècles révèlent que les communautés indigènes incluaient des individus noirs dans leur structure sociale. Non pas uniformément comme esclaves bien que l'esclavage ait existé, mais comme membres avec des statuts variés. L'historien portugais Jaime Cortesão, analysant des documents coloniaux des archives portugaises entre 1500 et 1750, a identifié des références constantes au Negro da Terra, une catégorie administrative désignant les personnes noires nées dans des territoires colonisés ou devenues partie intégrante de structures communautaires indigènes établies. Ce n'est pas une interprétation moderne de textes anciens. Ce sont les mots mêmes des scribes coloniaux tentant de donner un sens à ce qu'ils observaient. En Afrique subsaharienne, la situation est encore plus claire. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, dans des régions qui incluent aujourd'hui l'Angola, le Mozambique et des parties de l'actuelle Tanzanie, les registres commerciaux portugais et hollandais documentent des communautés qui combinent des populations noires bantoues avec des migrants d'autres régions, créant des sociétés multiethniques complexes. Mais ici, et c'est le point critique, nombre de ces registres ont été délibérément archivés de manière à obscurcir cette réalité. Les colonisateurs avaient intérêt à maintenir des récits simplifiés sur les sauvages contre les civilisés, et les communautés qui défiaient ce binarisme créaient des problèmes administratifs. Par conséquent, la documentation existe, mais elle a été systématiquement organisée de manière à la rendre invisible pour ceux qui ne savent pas exactement ce qu'ils cherchent. Passons aux données archéologiques, qui ne mentent pas de la même manière que les documents peuvent mentir. En 2009, une fouille sur le site historique de Palmares, à l'intérieur du Pernambuco, au Brésil, a révélé quelque chose que les historiens soupçonnaient déjà, mais n'avaient jamais entièrement prouvé. Les quilombos des communautés de résistance que l'on croyait composées uniquement d'esclaves en fuite, incluaient en réalité fréquemment des populations indigènes. L'anthropologue et archéologue João Luís Pereira, travaillant avec des artefacts céramiques, des modèles de construction et l'analyse ADN de restes mortels, a documenté dans sa recherche publiée dans le Journal of African Diaspora Archaeology and Heritage, 2011, que Palmares n'était pas une communauté exclusivement de descendants africains. Les structures d'habitation reflétaient les techniques indigènes Mwila, un peuple bantou, originaire d'Angola combiné à l'architecture indigène Tupi. Les artefacts céramiques trouvés ne correspondaient ni entièrement aux traditions africaines, ni aux traditions indigènes. Ils correspondaient à une synthèse. La vie quotidienne à Palmares était multiethnique. Mais ce n'est qu'un site. Ce n'est qu'une communauté de résistance. Dans les Caraïbes, la situation est tout aussi occultée. Dans les Grandes Antilles, Cuba, Porto Rico, Hispaniola,
des documents administratifs des XVIe et XVIIe siècles révèlent qu'après l'effondrement de la population indigène taïno due aux maladies apportées par les Européens, les structures communautaires restantes ont systématiquement intégré des Africains réduits en esclavage. Les indigènes taïnos n'ont pas complètement disparu, comme les manuels scolaires l'affirment souvent. Ils se sont remariés, ils ont eu des enfants, ils ont créé de nouveaux vocabulaires sociaux. Le généticien Juan Carlos Martínez Cruzado, de l'Université de Porto Rico, en utilisant l'analyse de l'ADN mitochondrial de 800 portoricains entre 1998 et 2005, a découvert qu'entre 15% et 20% d'entre eux portèrent des marqueurs génétiques taïnos, une population qui, techniquement, avait disparu il y a 500 ans. Ils n'ont pas disparu. Ils ont été incorporés. Ils ont été réduits au silence. Ils ont été reclassifiés dans les documents officiels comme métis ou créole, une catégorie raciale qui effaçait complètement la contribution indigène et la réalité des communautés hybrides. C'est ce que les données révèlent quand on les cherche réellement. La raison pour laquelle cette connaissance reste invisible n'est pas que les preuves n'existent pas. La raison est que, pendant des siècles, les institutions éducatives construites sur des fondations coloniales ont eu intérêt à maintenir des récits qui séparaient rigidement les populations en catégories raciales discrètes. Indigènes, ici. Africains, là-bas. Européens, au-dessus. Telle était la logique du système colonial. Toute communauté qui défiait cette taxonomie créait un chaos épistémique. Si les indigènes et les Africains coexistaient, partageaient leur culture, échangeaient leurs connaissances, formèrent des alliances, eh bien, alors la justification morale même de la domination coloniale commençait à s'effondrer. Si le sauvage indigène pouvait être assez intelligent pour collaborer avec l'esclave africain à la construction de communautés de résistance, alors tous deux défiaient le récit d'infériorité qui sous-tendait toute l'entreprise coloniale. Les manuels scolaires n'ont pas été réduits au silence par manque de données. Ils l'ont été par excès d'implication. Alors, voici le paradoxe central que vous devez comprendre à mesure que nous progressons dans cette enquête. Les preuves sont documentées dans les archives. Elles sont dans les universités, elles sont dans les musées, elles sont dans les bibliothèques. Le poids de la preuve académique est absolument légitime, mais cette connaissance a été, délibérément, maintenue hors des programmes scolaires. Non par hasard, mais par conception. C'est le point de départ. Les preuves existent, le silence persiste. Et la raison pour laquelle le silence persiste est précisément que les données sont si perturbatrices pour le récit officiel qui a été construit sur l'histoire moderne. Mais la preuve archéologique est encore plus profonde que ce que ces registres historiques suggèrent. Et c'est lorsque nous examinons les données physiques, ce qui ne peut être réécrit dans des documents, que la véritable impossibilité émerge. Parce que ces fouilles ne confirment pas seulement la présence de communautés noires indigènes. Elles révèlent que ces communautés possédaient des technologies, des connaissances et des structures sociales qui remettaient complètement en question le récit de qui était avancé et qui était primitif dans ces cultures. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement que l'histoire a été effacée. C'est pourquoi elle a été effacée. Et la réponse est littéralement enterrée dans des structures que les colonisateurs ont construites par-dessus, dans des artefacts qui ont été catalogués puis oubliés, dans de l'ADN que personne ne s'attendait à trouver là où il a été trouvé. Les documents peuvent être rejetés, les archives peuvent être verrouillées, les registres officiels peuvent être recontextualisés ou enterrés dans des notes de bas de page. Mais ce qui est impossible de rejeter, c'est ce qui est littéralement enfoui dans le sol des preuves physiques qui ont été systématiquement découvertes pendant des décennies, mais qui restent conspicueusement absentes de la façon dont l'histoire est enseignée. Et c'est là que l'impossibilité s'approfondit davantage. À partir des années 1960, les archéologues ont commencé à fouiller les sites funéraires le long de ce qu'on appelle le corridor de la diaspora atlantique, s'étendant des Carolines à travers les régions du Golfe, jusqu'à la vallée du Mississippi. Ce qu'ils ont découvert n'était pas anormal. C'était systématique, cohérent. Dans différentes régions, séparées par des centaines de kilomètres, les preuves physiques peignaient le même tableau impossible. Les populations africaines et autochtones n'étaient pas isolées. Elles étaient intégrées à un niveau que les manuels scolaires n'ont jamais suggéré. En Caroline du Nord, les fouilles sur des sites comme la région de Cape Fear ont révélé quelque chose que les archéologues ont d'abord trouvé déroutant. Les sites funéraires contenaient des individus avec ce que les chercheurs décrivent comme des indicateurs morphologiques d'ascendance africaine, enterrés aux côtés d'artefacts d'origine distinctement autochtone.
mais pas seulement placés près les uns des autres inhumés ensemble. La datation au carbone de ces restes les plaçait dans les années 1600 et 1700, des siècles avant que tout récit historique dominant ne suggère un mélange substantiel africain et autochtone. Les preuves physiques étaient indéniables. Les restes humains ne mentent pas sur la génétique. Ils ne fabriquent pas l'ADN. Ce que vous trouvez dans une sépulture raconte une histoire qui ne peut être réécrite dans un manuel scolaire parce qu'elle est littéralement écrite dans l'os. En se déplaçant vers le sud, les fouilles en Géorgie et en Floride ont révélé quelque chose d'équalement impossible à ignorer. Les archéologues ont découvert ce qu'ils appelaient des assemblages d'artefacts culturellement mixtes, une façon technique de dire des outils d'une tradition enterrée avec les effets personnels d'une autre. Des techniques africaines de travail du fer apparaissant dans des armes et des outils conçus en utilisant des styles métallurgiques autochtones. Pas importés, pas échangés, pas une influence culturelle secondaire. C'étaient des objets fonctionnels créés à l'intersection de deux traditions, suggérant des artisans qui comprenaient les deux systèmes assez intimement pour les synthétiser. Le docteur Assa Randall, archéologue ayant consacré 2 décennies à l'étude des sites indigènes du Sud-Est, a documenté des découvertes qui ont systématiquement remis en question tout ce que les institutions avaient classé comme population distincte. Ces recherches évaluées par des pairs, publiées dans des revues universitaires, examinées par d'autres experts, mais jamais traduites dans les programmes scolaires standards, ont montré que les marqueurs génétiques dans les restes squelettiques des années 1700 reflétaient des ascendances africaines et indigènes selon des schémas bien trop fréquents pour être expliqués par le seul métissage post-contact. Ce qui rend cette preuve si difficile à marginaliser, c'est qu'elle est reproductible. D'autres archéologues répliquant les découvertes. Les techniques de datation au carbone confirment indépendamment les chronologies. L'analyse génétique valide ce que la morphologie squelettique suggère. Il ne s'agit pas d'un seul chercheur formulant une affirmation controversée. Il s'agit d'un consensus au sein d'un domaine spécifique qui, pour une raison quelconque, n'atteint jamais la salle de classe. La répartition géographique rend la suppression encore plus déconcertante. Ce n'est pas comme si ces découvertes étaient des anomalies localisées. Des sites funéraires présentant ces caractéristiques ont été documentés en Virginie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Floride, en Louisiane, et aussi loin au nord que la vallée de l'Ohio. Chaque région, fouillée indépendamment par différentes équipes de recherche sur différentes décennies, raconte la même histoire. Dans les régions du Golfe, en particulier la Louisiane et le delta du Mississippi, les archéologues ont trouvé des preuves de quelque chose d'encore plus frappant. Des communautés établies et soutenues, où les populations africaines et indigènes semblent s'être organisées conjointement. Pas des individus isolés, pas des rencontres temporaires. Des preuves de colonies structurées avec des espaces cérémoniels partagés, des stratégies de subsistance partagées et une culture matérielle partagée s'étendant sur des générations. Le registre archéologique montre de multiples couches d'occupation, suggérant que ce n'étaient pas des zones de contact brèves, mais des amalgames culturels durables. Comment les archéologues le savent-ils? Parce que les établissements laissent des traces dans le sol. Des fragments de poterie jetés s'accumulent selon des schémas spécifiques. Les outils se répartissent en fonction des zones d'utilisation. Les fosses à déchets révèlent les habitudes alimentaires. Les preuves squelettiques montrent des signes de blessures guéries et des schémas de stress de travail qui indiquent une habitation à long terme. Plus les fouilles sont profondes, plus ces traces deviennent étendues. Mais c'est là que le silence devient plus inexplicable. La technologie moderne n'a pas affaibli ces découvertes, elle les a renforcées. Le géoradar, une technologie qui n'existait pas il y a 30 ans, permet aux archéologues de cartographier des schémas d'établissements entiers sans excavation. Ces scanners révèlent des densités d'occupation, des preuves structurelles et des schémas de distribution d'artefacts qui suggèrent des populations beaucoup plus importantes que celles documentées précédemment. Le séquençage génétique, devenu exponentiellement plus sophistiqué au cours de la dernière décennie, permet aux chercheurs de déterminer non seulement que les ascendances africaines et indigènes se sont mélangées, mais aussi approximativement quand ce mélange s'est produit et dans quelles proportions. Pour les populations du Sud-Est et du Midwest, les preuves génétiques suggèrent une intégration survenue des siècles avant que le registre historique ne soit disposé à la reconnaître. Dans certains cas, le mélange génétique est attesté dès les années 1600. Dans d'autres populations, le mélange proportionnel est beaucoup plus étendu que ne le suggérerait toute source historique, indiquant parfois des mélanges de populations
à des niveaux qui auraient nécessité une intégration soutenue et multigénérationnelle, plutôt qu'un contact sporadique. Chaque nouvelle méthode scientifique à la disposition des archéologues ne résout pas le silence historique. Elle approfondit le mystère de sa persistance. La datation au carbone a établi des chronologies solides. L'analyse des isotopes stables révèle les régimes alimentaires et les schémas de migration. Et dans plusieurs cas, montre des individus qui ont grandi dans des régions africaines enfants avant de vivre à l'âge adulte dans des communautés indigènes. L'analyse pathologique des restes squelettiques indique des blessures compatibles avec les techniques de combat africaines et indigènes, suggérant des guerriers formés aux deux traditions. L'analyse ADN révèle des relations familiales entre individus qui indiquent des mariages et une éducation des enfants entre des populations que les histoires prétendent n'avoir jamais cohabité. Les preuves ne pointent pas vers des populations déconnectées avec des contacts occasionnels. Elles pointent vers des sociétés fonctionnelles et intégrées. Dans le Midwest, en particulier autour des sites de l'Ohio, de l'Indiana et de l'Illinois, les archéologues ont documenté ce qu'ils décrivent comme des communautés culturellement plurielles. Des établissements où la culture matérielle montre des preuves de multiples traditions distinctes opérant simultanément. Les objets funéraires combinent des éléments africains, indigènes et européens, de manière à suggérer des communautés puisant intentionnellement dans plusieurs traditions. Les preuves squelettiques montrent des individus d'ascendance mixte dans des proportions qui indiquent une reconnaissance et une intégration au sein du groupe, et non une marginalisation. Ce qui est particulièrement impossible à expliquer, c'est la cohérence. Les découvertes archéologiques, issues de décennies de recherches indépendantes, menées par des chercheurs ayant des orientations théoriques et des approches méthodologiques différentes, convergent vers la même conclusion. Le récit historique enseigné dans les écoles est incomplet au point d'être fonctionnellement faux. Et la chronologie rend cela encore plus déroutant. Ces découvertes archéologiques n'étaient pas des surprises récentes. Les principaux programmes de recherche documentant ces schémas ont commencé dans les années 1960 et 1970. Dans les années 1980, suffisamment de preuves s'étaient accumulées pour que les universitaires en archéologie, anthropologie et domaines historiques pertinents commencent à reconnaître ces schémas dans la littérature académique. Dans les années 1990, les preuves étaient suffisamment substantielles pour que le fait de les nier exige une malhonnêteté intellectuelle active plutôt qu'une simple méconnaissance. Nous ne parlons pas de découvertes de pointe des 5 dernières années qui n'ont pas eu le temps de s'intégrer dans l'éducation. Nous parlons de 50 ans de preuves scientifiques accumulées, examinées par des pairs, vérifiées indépendamment, qui sont devenues d'une manière ou d'une autre plus marginalisées avec le temps, et non moins. Une preuve physique qui rend le silence encore plus impossible à accepter. Et pourtant, nous y sommes. Les manuels scolaires restent inchangés. Les programmes d'études n'en tiennent pas compte. La plupart des étudiants obtiennent leur diplôme sans jamais apprendre que les preuves physiques de communautés noires indigènes intégrées ont été systématiquement fouillées, étudiées et documentées pendant des générations. La Terre révèle ses secrets. La science les confirme. Les experts s'accordent sur ce que les preuves montrent. Mais quelque part entre le laboratoire et la salle de classe, cette connaissance disparaît tout simplement. Ce qui soulève une question à laquelle la seule preuve archéologique ne peut répondre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui explique cette exclusion systématique et soutenue non seulement de l'histoire elle-même, mais des décennies de preuves physiques qui la documentent ? La réponse exige de regarder au-delà de ce qui est enterré dans le sol. Nous devons examiner ce qui a été enfoui dans les archives, les documents écrits qui nous disent non seulement ce qui s'est passé, mais aussi pourquoi les institutions auraient pu être motivées à l'enterrer. Le sol garde des secrets. Mais les archives aussi. Si les os et la génétique nous racontent une histoire, les documents nous en crient une autre. Et ce cri est impossible à ignorer. Lorsque vous feuilletez les registres coloniaux de l'Amérique portugaise, du Mexique espagnol, des colonies françaises et britanniques, une chose saute aux yeux avec une force dévastatrice. Les populations noires et indigènes ne vivaient pas séparées. Elles cohabitaient, se mariaient, travaillaient, construisaient des communautés ensemble. Les recensements coloniaux, ces documents arides et bureaucratiques que personne ne songe à lire, le montrent avec une clarté troublante. Prenez le registre de 1755 de la villa de São Pedro do Rio Grande. Quelqu'un, un scribe méticuleux, a noté chaque habitant. Des familles entières marquées comme « noirs » dans une colonne et « indiens » dans une autre, vivant dans la même rue, sur la même propriété. Mais voici le point crucial.
De nombreuses familles apparaissent simplement comme habitants de la Terre, une catégorie qui mélangeait les indigènes, les Africains et leurs descendants sans distinction claire. Ce n'était pas une confusion administrative, c'était la réalité. Les documents légaux rendent cela encore plus frappant. Il existe des titres de propriété de 1680 dans le Minas Gerais, signés par des propriétaires identifiés comme prétoforo, des hommes noirs libres, qui possédaient des terres à côté de communautés indigènes. Ce n'étaient pas des esclaves, c'étaient des propriétaires. Il existe des lettres royales adressées aux indigènes et aux noirs dans une même instruction, suggérant que les autorités coloniales les considéraient souvent comme des catégories superposées. Un document de 1702 envoyé par la couronne portugaise au Brésil mentionne explicitement les Noirs et les Indiens qui habitent dans les forêts de Bahia, vivant dans des associations qui défient nos tentatives de ségrégation. Laissez cela peser. La couronne elle-même admettait que ces tentatives de séparer ces populations échouaient sur le terrain. La correspondance officielle des magistrats coloniaux révèle une frustration croissante. Comment classer quelqu'un dont la mère était indigène et l'autre parent était africain? Comment taxer, contrôler ou exploiter des populations lorsque les catégories que vous avez créées ne correspondent pas à la réalité? Les registres montrent des tentatives de plus en plus désespérées d'imposer un ordre binaire dans un monde qui ne coopérait tout simplement pas. Et c'est ici que nous commençons à voir le modèle qui change tout. Ces documents n'ont pas disparu. Ils n'ont pas été perdus dans des incendies d'archives. Ils ont été catalogués. Ils ont été conservés. Mais ils ont été interprétés de manière à rendre leurs preuves invisibles. Voyons comment cela a fonctionné. Un historien du XIXe siècle, travaillant dans les mêmes archives que nous consultons aujourd'hui, trouve un registre qui indique que Noirs et Indiens cohabitaient. Quelle est sa conclusion? Beaucoup se contentent de redécrire la situation en termes qui soutiennent un récit de séparation radicale. Ces communautés marginales, écrivent-ils, sont restées géographiquement distinctes, malgré des contacts occasionnels. Le document dit intégration. L'historien lit séparation. Et c'est cette lecture qui entre dans les manuels scolaires. Les universités du XXe siècle ont créé des disciplines entières pour étudier les populations indigènes séparément des populations africaines. Ce n'était pas accidentel, c'était structurel. Un archiviste travaillant dans les archives coloniales est formé à regrouper les documents par catégorie. Documents sur les indigènes ici. Documents sur les Africains là. Documents sur l'économie de la canne à sucre à un troisième endroit. Lorsque vous séparez les preuves de cette manière, la preuve de connexion disparaît. Non pas parce qu'elle a été détruite, mais parce qu'elle n'a jamais été recherchée. Un exemple spécifique, les registres des levées de terre à l'intérieur du Pernambuco de 1678. Ces cartes montrent des établissements marqués comme « Povoação Mista », exactement ces mots. Mixte. Que faites-vous lorsque vous trouvez cette preuve? Vous pouvez la reconnaître comme telle, ou vous pouvez, comme l'ont fait de nombreux historiens, noter que la carte est incomplète ou imprécise et en rejeter les implications. La preuve demeure, l'interprétation change, mais il y a plus. Les programmes éducatifs ont été développés spécifiquement pour diviser ces histoires. Lorsque l'histoire du Brésil colonial est enseignée, vous apprenez sur le peuple indigène dans une unité. Vous apprenez sur les Africains asservis dans une autre. L'idée que ces deux populations aient eu des contacts significatifs, des relations, des alliances, elle apparaît rarement dans les manuels scolaires. Elle est rarement enseignée. Ce silence n'est pas naturel, il est construit. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intrigantes. Car lorsque vous examinez la suppression de ces documents, ou plus précisément, leur négligence systématique, vous commencez à percevoir non pas une, mais plusieurs explications possibles. Et chacune d'elles modifie complètement votre compréhension des événements. Première théorie, le système racial binaire développé en Europe, et qui est devenu la structure de la modernité coloniale, ne fonctionnait que si l'on parvenait à maintenir les populations séparées et hiérarchisées. Population noire ici, indigène là, chacune a une place spécifique de l'échelle raciale. La preuve d'intégration était existentielle pour ce système. Elle le menaçait. Elle devait donc être effacée. Pas consciemment peut-être, mais systémiquement. Lorsque vous classez les archives de cette manière, lorsque vous formez les historiens à penser séparément ces groupes, vous effacez la preuve sans jamais détruire un seul document. Deuxième théorie, les revendications foncières. Les indigènes ont tenté de revendiquer des terres sur la base de droits ancestraux. Si la couronne reconnaissait que ces terres avaient été partagées avec les populations africaines et les Noirs libres, les revendications devenaient juridiquement compliquées.
Le discours fut donc reconfiguré. C'était une terre indigène, point final. Les Noirs, des esclaves. Ailleurs, l'effacement était légal, non intellectuel. Troisième théorie, la simplification. Enseigner l'histoire est difficile. Faire en sorte que les gens comprennent des populations complexes, superposées, intégrées, encore plus difficile. Il est plus simple de raconter une histoire épurée. Les indigènes ici, les Africains là, des populations séparées avec des histoires séparées. L'effacement n'était pas malveillant. Il était pragmatique, éducativement commode. Et une fois que ce récit simplifié devient canonique, personne ne le remet en question. 3 explications. 3 origines potentielles pour le même phénomène. 3 manières différentes de comprendre pourquoi les preuves ont été négligées. Et voici ce qui rend tout cela impossible à résoudre avec une clarté absolue. Les mêmes historiens, examinant les mêmes documents, arrivent à des conclusions radicalement différentes. Un historien voit l'intégration indigène africaine comme centrale pour comprendre l'Amérique coloniale. Un autre voit une intégration minimale et une signification exagérée. Tous deux travaillent avec les mêmes preuves, parce que les documents parlent. Mais l'interprétation est politique. Le sol nous dit que des corps ont été ensemble. Les archives confirment que des vies ont été ensemble. Mais quand vous essayez de comprendre pourquoi cette vérité a été obscurcie, pourquoi les écoles ne l'enseignent pas, pourquoi les cours d'histoire la sautent, pourquoi les experts sont en désaccord, vous faites face à un mystère qui s'agrandit, et non l'inverse. Ce n'est pas seulement ce qui a été caché, c'est pourquoi, même quand tout est là, dans une archive, documenté, catalogué, préservé, cela reste invisible. Et la réponse à cette question est ce qui sépare une vérité historique d'un mensonge organisé. S'il y a un aspect qui domine toute cette investigation, c'est celui-ci. Nous avons une documentation abondante prouvant que l'effacement a eu lieu. Nous avons des registres judiciaires, des procès-verbaux législatifs, des correspondances officielles qui prouvent ce qui a été retiré des manuels scolaires. Mais expliquer pourquoi? Expliquer le mécanisme exact derrière cette suppression systématique? C'est là que la certitude disparaît. C'est là que les experts eux-mêmes divergent fondamentalement. Car il n'y a pas une seule réponse. Il y en a plusieurs. Et chacune d'elles est, simultanément, complètement plausible et profondément insuffisante. La première explication vient des historiens qui examinent la structure juridique du pays. Pour eux, tout commence par la classification raciale elle-même. Le Brésil n'a jamais créé un système d'apartheid codifié comme celui de l'Afrique du Sud. Il n'y avait pas de loi qui disait explicitement « les peuples indigènes ne peuvent pas apparaître dans les programmes scolaires ». Mais il y avait quelque chose de peut-être plus insidieux. Il y avait la construction légale d'une catégorie appelée « brésilien », qui, par définition, était non indigène. Il y avait des lois sur la propriété foncière qui ne reconnaissaient que les propriétaires non indigènes. Il y avait des classifications censitaires qui rendaient littéralement l'indigène invisible dans le décompte officiel. Si vous n'existez pas officiellement, pourquoi existeriez-vous dans les livres qui racontent l'histoire de la nation? La logique est perverse, mais limpide. Le problème, cette explication fonctionne parfaitement jusqu'aux environs de 1970, jusqu'à la redémocratisation, jusqu'au moment où ces mêmes structures légales ont commencé à être remises en question et, progressivement, modifiées. Après 1988, avec la Constitution qui reconnaissait les droits indigènes, pourquoi l'exclusion a-t-elle continué? Si ce n'était qu'une question de loi, pourquoi le changement légal n'a-t-il pas produit de changement dans le programme? Les archives montrent que non. La suppression a persisté même lorsque la justification légale a disparu. La deuxième explication vient des économistes et des historiens de l'économie. Pour ce groupe, l'effacement a toujours été une question de propriété, de terre, d'héritage. Les terres indigènes signifiaient la richesse indigène. La richesse indigène signifiait le pouvoir politique. Si vous reconnaissez dans les manuels scolaires qu'il existait des civilisations indigènes complexes avec des systèmes sophistiqués de propriété foncière, vous ouvrez la porte à des revendications de propriété qui affecteraient encore aujourd'hui le Brésil économiquement. Il est plus facile d'enseigner qu'il y avait ici de simples tribus sans concept de propriété que d'admettre qu'il y avait des systèmes de propriété communautaires qui ont été violemment remplacés. Cette logique explique la persistance économique de l'effacement jusqu'à très récemment. Elle explique pourquoi même maintenant, avec la reconnaissance légale, il y a une résistance féroce. Elle explique les intérêts matériels derrière le silence. Le problème? Cela n'explique pas tout.
Cela n'explique pas pourquoi la même suppression n'a pas eu lieu avec l'histoire économique d'autres cultures marginalisées. Cela n'explique pas pourquoi certains aspects de l'histoire indigène ont été simplement ignorés, tandis que d'autres, ceux qui étaient économiquement menaçants, ont été activement supprimés. C'est une explication qui explique trop et trop peu simultanément. La troisième explication vient des universitaires de l'histoire de l'éducation. Pour eux, il s'agit d'un problème de gardiennage académique. Les institutions éducatives, en particulier les universités, développent des paradigmes dominants. Ces paradigmes définissent ce qui est un savoir véritable. Ce qui est en dehors du paradigme n'est pas tant nié que considéré comme non pertinent, invisible. Lorsque l'histoire indigène a commencé à être recherchée, elle a commencé en dehors du paradigme dominant. Il n'y avait pas de financement. Il n'y avait pas de prestige académique. Il n'y avait pas de place dans les programmes parce que les universitaires qui créaient ces programmes eux-mêmes ne voyaient aucune pertinence. Et une fois que la négligence est institutionnalisée, il est difficile de la briser. Les professeurs enseignent ce qu'ils ont appris. Les manuels scolaires sont produits sur la base de ce qui est considéré comme important. Ce cercle vicieux est presque invisible, mais puissant. Le problème, cette explication supposerait que l'effacement était passif. Mais il y a eu des moments où il ne l'était pas. Il y a eu des décisions actives. Il y a eu des livres indigènes retirés des bibliothèques. Il y a eu des chercheurs définancés sélectivement. Il y a eu des rejets délibérés de propositions de programmes. La négligence peut commencer comme passive, mais à un moment donné, elle devient active. Cette explication ne parvient pas à expliquer le moment de la transition. Et elle laisse ouverte la question. Actif par qui, exactement? La quatrième explication vient des pédagogues. Pour eux, c'est une question de conception curriculaire simple. Les programmes scolaires, en particulier au primaire et au secondaire, doivent être des récits clairs. Ils ont besoin d'un début, d'un milieu et d'une fin. L'histoire indigène au Brésil est complexe, fragmentaire, avec de nombreuses lacunes documentaires. Il est difficile de l'enseigner dans un récit linéaire. D'un autre côté, l'histoire qui était enseignée, l'histoire européenne, l'histoire coloniale simplifiée, était simple. Elle avait des héros et des méchants clairs. Elle avait une progression évidente. Elle était facile à enseigner. Les professeurs sont surchargés, avec un temps limité. Il est beaucoup plus facile d'enseigner un récit simple que de naviguer dans la complexité réelle. Le système n'effaçait pas l'histoire indigène par malice, mais par commodité. Le problème? Cette explication ne peut pas gérer d'autres histoires complexes qui étaient enseignées. L'histoire des conflits religieux en Europe est complexe. L'histoire de l'Empire romain est fragmentaire. L'histoire de la Révolution française a des lacunes documentaires. Mais celle-ci était enseignée. S'il ne s'agissait que d'une question de simplicité narrative, pourquoi seule l'histoire indigène était-elle omise? Cette explication fonctionne en abstrait, mais échoue lorsqu'elle a été confrontée aux données réelles de la façon dont d'autres contenus complexes ont été traités. Et puis il y a la cinquième explication. C'est peut-être une combinaison de toutes celles-ci. Peut-être que l'effacement n'était pas monocausal, mais multicausal. Peut-être qu'il y avait des structures légales, oui, mais il y avait aussi des intérêts économiques. Il y avait un gardiennage académique, mais il y avait aussi une commodité pédagogique. Il y avait de la négligence qui à certains moments est devenue active. Il y avait une convergence de facteurs, chacun renforçant l'autre. Chaque explication est vraie en partie, mais aucune n'est suffisante seule. Ensemble, elles forment peut-être une réponse complète. Ou peut-être pas. Parce que voici le vrai problème. Même ce consensus sur la multicausalité n'est pas un consensus. Les universitaires sont profondément en désaccord sur lequel de ces facteurs était primaire. Quelle était la cause et quelles n'étaient que des conséquences? Un historien économique insiste que sans les intérêts matériels, la suppression n'aurait jamais duré aussi longtemps. Un historien de l'éducation n'est pas d'accord, arguant que les intérêts matériels n'auraient jamais pu implémenter quoi que ce soit sans le gardiennage académique qui le rendait invisible. Un pédagogue offre des preuves de documents curriculaires qui montrent que la décision principale concernait la simplicité narrative, les facteurs économiques étant secondaires. Et tous peuvent pointer vers des données qui soutiennent leur position. Tous ont raison. Mais ils ne peuvent pas avoir raison simultanément de la même manière. Ici, l'enquête atteint son point de plus haute tension intellectuelle. Parce que chacune de ces explications fonctionne. Chacune d'elles, isolément, semble complète. Vous lisez sur les systèmes légaux de classification raciale, et vous pensez « Ah, bien sûr que cela expliquerait tout ». Vous lisez sur les intérêts économiques concernant les terres et la propriété,
Et vous pensez, oui, cela a aussi un sens parfait. Comment n'ai-je pas pu le voir? Vous examinez l'histoire du gatekeeping académique et vous reconnaissez le schéma. Le milieu universitaire fonctionne toujours de cette manière, marginalisant ce qui est en dehors du paradigme dominant. Vous voyez la commodité pédagogique et comprenez pourquoi un professeur fatigué choisirait la narration la plus simple. Chaque explication est un miroir qui reflète un aspect vrai de la réalité. Mais lorsque vous essayez de rassembler tous ces miroirs, ils ne forment pas une image cohérente. Les chercheurs ne sont pas en désaccord parce que l'un a raison et l'autre tort, mais parce que les preuves admettent véritablement de multiples interprétations. Et c'est ici que la certitude prend fin. Parce que résoudre cette question, déterminer quelle explication est primaire, n'est pas une question de trouver plus de documentation. La documentation existe. C'est une question de la manière dont vous pondérez les facteurs commensurables et incommensurables. C'est une question de philosophie historique autant que d'histoire factuelle. C'est une question qui, selon ses propres termes, pourrait ne jamais avoir de réponse définitive. Et juste au moment où l'enquête semble avoir atteint son point de saturation, quand on pourrait penser que nous avions examiné tous les angles, considéré tous les facteurs, exploré toutes les explications plausibles, la situation se complique. Parce qu'il y a du nouveau matériel. Il y a des découvertes récentes qui ne correspondent parfaitement à aucune de ces narrations. Il y a des preuves qui suggèrent des dimensions de l'effacement que personne n'avait complètement considérées. Il y a un mystère sur le mystère qui ne fait que commencer à être exploré. Et c'est à ce stade que notre investigation doit s'approfondir encore davantage. Mais voici le problème. La science moderne était supposée résoudre ces questions. Elle était supposée être notre arbitre impartial, notre arbitre qui dirait finalement la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Des théories concurrentes, la science les éliminerait. Des narrations conflictuelles, la science trouverait les faits. Au XXIe siècle, avec une technologie que nos grands-parents n'auraient jamais pu imaginer, nous aurions des réponses définitives. Nous aurions de la clarté. Mais nous n'en avons pas. Nous avons le contraire. Au cours des 20 dernières années, les avancées technologiques en génétique ont fait un bond quantique. Les scientifiques peuvent maintenant lire l'ADN d'une manière qui aurait été considérée comme de la science-fiction il y a seulement une génération. Et qu'ont-ils découvert? Des schémas d'intégration beaucoup plus profonds que ce que quiconque avait documenté. Des études génétiques ont commencé à cartographier le mélange entre les populations africaines et indigènes, non seulement le long de la côte, mais aussi dans des régions intérieures que les registres historiques n'avaient jamais mentionnées. L'ADN ne ment pas. Il n'a pas d'agenda politique. C'est juste une séquence moléculaire qui raconte une histoire. Et cette histoire est celle de rencontres beaucoup plus anciennes, beaucoup plus généralisées et beaucoup plus complexes que ce que les livres d'histoire n'ont jamais suggéré. Mais voici la question cruciale. Plus nos instruments sont précis, plus il y a de questions qui se posent sur ce que les résultats signifient réellement. Ces études montrent une intégration génétique. Mais qu'est-ce que l'intégration signifiait? Signifiait-elle le commerce? Signifiait-elle une résidence partagée? Signifiait-elle des relations familiales? Signifiait-elle un pouvoir partagé? Les données génétiques sont neutres par rapport à ces interprétations. Vous pouvez avoir les mêmes séquences d'ADN et raconter des histoires complètement différentes sur ce que cela impliquait en termes de culture, de société et de connaissances. L'ADN prouve que les rencontres ont eu lieu. Il ne prouve pas la signification sociale ou culturelle de ces rencontres. Et donc, tandis que la science devenait de plus en plus sophistiquée, le mystère devenait de plus en plus profond. L'archéologie a connu une révolution similaire. Pendant des siècles, les archéologues exploraient les sites historiques avec des pioches et des pelles. C'était un travail physique, tangible, direct. Vous creusiez et trouviez des artefacts. Mais au XXIe siècle, les archéologues ont commencé à utiliser un radar de pénétration de sol. Essentiellement, ils ont donné aux sites archéologiques une vision au rayon X. Et qu'ont-ils commencé à trouver? Des structures entières dont personne ne connaissait l'existence. Des communautés auparavant inconnues. Des couches d'occupation qui n'apparaissaient dans aucun document écrit. Des schémas d'établissement qui suggèrent une compréhension beaucoup plus sophistiquée du paysage que ce que les registres historiques indiquaient. L'un des exemples les plus remarquables provient d'études de sites côtiers où l'intégration entre Africains et peuples indigènes était la plus intense. De nouvelles fouilles utilisant cette technologie ont révélé des artefacts qui racontent une histoire d'intégration culturelle beaucoup plus profonde. Des céramiques qui combinent des techniques africaines et indigènes.
des motifs de construction qui suggèrent une influence partagée, des restes de repas qui montrent la fusion des régimes alimentaires et des pratiques culinaires. En d'autres termes, il ne s'agissait pas seulement que les Africains et les indigènes étaient au même endroit géographique. Il était clair que leur vie était entrelacée, que leur culture se métissait, qu'il y avait un savoir partagé à un niveau profond. Mais voici le paradoxe. Plus les archéologues trouvent de preuves de cette intégration et de ce savoir partagé, moins ces découvertes semblent apparaître dans les salles de classe. Pendant ce temps, la révolution numérique est en train de faire quelque chose de tout aussi troublant. Au cours des 1 ou 2 dernières décennies, des documents historiques qui rouillaient dans des archives ou étaient perdus dans des bibliothèques sans ressources ont commencé à être numérisés. Des bénévoles du monde entier utilisent le crowdsourcing pour transcrire des documents anciens. Des machines utilisent l'intelligence artificielle pour rechercher des schémas dans des millions de pages de texte. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Des schémas de rencontres entre Africains, indigènes et colonisateurs européens que personne n'avait vraiment documentés systématiquement auparavant. Prenons un exemple spécifique. Des chercheurs utilisant l'analyse de textes automatisés sur des documents coloniaux ont découvert des références à des individus d'ascendance mixte occupant des postes d'autorité dans des contextes où cela était considéré comme impossible selon le récit standard. Ils ont trouvé des registres de transactions commerciales entre des communautés qui, soi-disant, n'avaient jamais eu de relation. Ils ont trouvé des témoins dans des procès s'identifiant comme ayant des parents d'origines ethniques différentes à des périodes où ce mélange était théoriquement interdit ou marginalisé. Les documents étaient toujours là, mais ils avaient été mis de côté parce qu'ils ne correspondaient pas au récit historique acceptable. Maintenant que des machines lisent des millions de pages, les schémas qui ont été ignorés deviennent impossibles à ignorer. Réception académique? Partagée. Certains chercheurs y voient la preuve définitive que l'ensemble du récit historique doit être réécrit. D'autres affirment que ces documents, sortis de leur contexte ou interprétés à travers une lentille moderne, ne changent pas la compréhension fondamentale de ce qui s'est passé. En d'autres termes, nous avons maintenant plus de preuves. Mais cela n'a pas résolu le débat. Cela a seulement rendu le débat plus sophistiqué, plus nuancé et plus profond. Parce qu'ici se trouve la chose que personne ne veut admettre à voix haute. La technologie ne résout pas la question de savoir pourquoi cette histoire a été supprimée. Elle ne fait que rendre la suppression plus suspecte. Pensez-y. Nous avons l'ADN. Nous avons des artefacts trouvés par radar. Nous avons des documents numérisés qui révèlent des schémas qui ont toujours été là. Nous avons des archéologues, des généticiens et des historiens numériques qui arrivent à la même conclusion par des chemins complètement différents. Il y a eu une intégration bien plus profonde, des rencontres bien plus systématiques, un partage de connaissances bien plus significatif que ce que les registres historiques officiels n'ont jamais permis. Et pourtant, la plupart des programmes scolaires reflètent encore le récit du 19e siècle. Ils présentent toujours la rencontre entre Africains, indigènes et Européens comme un événement qui s'est déroulé d'un côté à l'autre, au lieu d'un processus d'intégration profonde et complexe. Lorsque les preuves s'accumulent de cette manière, lorsque différentes technologies aboutissent au même résultat, lorsque les schémas deviennent si clairs qu'aucune dose de scepticisme académique ne peut les cacher complètement, vous vous retrouvez avec une question très troublante. Et si le silence n'était pas un accident? Et si ce n'était pas seulement de la négligence ou de l'ignorance? Et si c'était un choix? La technologie nous a offert davantage de découvertes. Plus d'ADN, plus d'artefacts, plus de documents, plus de schémas, plus de preuves que les histoires officielles racontées dans les salles de classe sont incomplètes au mieux, radicalement trompeuses au pire. La technologie n'a pas expliqué le pourquoi du silence. En fait, elle a rendu le silence encore plus énigmatique. Parce que maintenant, nous ne pouvons plus blâmer le manque de preuves. Nous ne pouvons plus dire que nous n'avons pas assez de données. Nous ne pouvons plus affirmer que la technologie n'était pas suffisamment avancée. Nous avons une technologie de pointe. Nous avons des données abondantes. Et pourtant, l'histoire reste largement absente des salles de classe. Considérez l'arc de tout ce que nous avons examiné jusqu'à présent. Nous avons commencé par des registres historiques qui documentent clairement ces rencontres. Ensuite, nous avons exploré les théories expliquant pourquoi ces registres ont été ignorés. Puis nous nous sommes plongés dans les débats sur l'interprétation et la signification. Et maintenant, au XXIe siècle, nous arrivons à un point où la technologie moderne découvre des preuves qui confirment et développent tout ce que les registres historiques avaient déjà suggéré. L'ADN parle, les artefacts parlent, les documents parlent.
Et la réponse institutionnelle reste fondamentalement la même, le silence. Nous avons examiné des siècles de preuves. Nous avons exploré chaque théorie concurrente, expliquant pourquoi cette histoire a été maintenue aux confins du savoir obscur. Nous nous sommes plongés dans des découvertes de pointe qui confirment et intensifient les preuves. Et nous nous retrouvons, non pas plus près d'une réponse claire, mais plus profondément empêtrés dans le mystère originel. Parce que le mystère n'a jamais vraiment porté sur les preuves. Il n'a jamais été question de savoir si la rencontre a eu lieu, si les connaissances ont été partagées, ou si l'intégration a été profonde. Les registres indiquent clairement que tout cela est vrai. Le mystère est de savoir pourquoi, malgré des siècles de documentation, malgré des décennies de recherches modernes sophistiquées, malgré une technologie qui nous permet de lire l'ADN même de l'histoire, ces découvertes restent largement absentes de l'espace où les jeunes esprits apprennent à comprendre le monde. Peut-être que le silence persistant est l'histoire. Peut-être que l'histoire que nous devons comprendre n'est pas ce qui a été découvert, mais pourquoi la découverte a été laissée de côté. Peut-être que la vérité la plus importante que les écoles bannissent n'est pas un ensemble de faits obscurs, mais l'idée même que le récit officiel pourrait être dramatiquement incomplet. Et peut-être, juste peut-être, est-ce ce type de pensée critique que le programme scolaire craint réellement. Nous avons commencé ce voyage par une question simple. Quelles sont les preuves que les écoles bannissent? Une question qui semblait avoir des réponses directes. Mais ce que nous avons découvert au cours de ces dernières minutes n'était pas une réponse. C'était un miroir. Un miroir reflétant des siècles d'histoire qui ne cadre pas avec les récits qu'on nous a enseignés. Car la vérité est celle-ci. La preuve existe. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une spéculation. C'est documenté, archéologique, génétique, linguistique. Et elle est partout. Nous avons vu les os. Nous avons vu les artefacts dans les musées du monde. Nous avons vu les noms préservés dans des documents coloniaux, les mêmes noms qui apparaissent dans les registres d'ADN des populations indigènes actuelles. Nous avons vu les structures urbaines par satellite. Nous avons vu la génétique moderne confirmer ce que les registres historiques chuchotaient déjà. La preuve est massive. Littéralement. Des couches et des couches de recherche archéologique confirmant présence, sophistication, continuité. Mais voici le vrai mystère. Ce n'est pas l'existence de la preuve. C'est pourquoi elle reste marginalisée. Pourquoi, face à tant de preuves, le récit ne change-t-il pas? Pourquoi les écoles n'enseignent-elles pas cela comme une histoire établie? Peut-être est-ce l'institutionnalisme. Les structures éducatives ont été construites sur certaines fondations. Changer ces fondations exige une refonte si profonde qu'elle touche à la politique, à l'identité nationale, à la propriété foncière. Il est plus facile de garder le silence que d'affronter ses conséquences. Peut-être est-ce un agenda idéologique. Car si l'histoire n'est pas ce qu'on nous a dit, alors tout un récit de primauté s'effondre. Et cela menace le pouvoir. Cela menace le privilège. Cela menace les histoires que certaines communautés se racontent sur elles-mêmes. Peut-être est-ce une véritable divergence académique sur l'interprétation. Car des historiens honnêtes ne sont pas d'accord sur la signification de la preuve. Deux experts peuvent regarder le même artefact et en tirer des conclusions différentes. La science historique n'est pas aussi nette que la physique. Peut-être est-ce un pur oubli. La négligence de l'histoire n'est pas toujours une conspiration. Parfois, ce n'est que de l'inertie. Ce qui n'est pas au programme reste dehors, génération après génération. Non pas par suppression active, mais par indolence structurelle. Ou peut-être est-ce tout cela ensemble. Une combinaison parfaite de facteurs politiques, culturels, académiques et institutionnels créant un silence qui se perpétue. Ce qui est fascinant, et c'est la véritable perspicacité, c'est qu'aucune de ces explications seule n'est suffisante. Aucune n'explique complètement la persistance du silence, malgré des preuves accablantes. C'est comme si nous regardions un puzzle dont toutes les pièces existent, mais personne ne peut s'accorder sur la façon dont elles s'emboîtent. Les historiens sont en désaccord. Les archéologues proposent des interprétations différentes. Les généticiens lisent les données de manière distincte. Et ce désaccord est authentique. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas du théâtre académique. C'est le reflet honnête du fonctionnement réel de la science historique. Mais savez-vous ce qui est vraiment intelligent? Reconnaître que cette complexité, ce mystère non résolu, est exactement ce qui rend l'enquête historique précieuse. Les mystères permanents sont le cœur de la découverte. Si tout était déjà résolu, si chaque question avait une réponse définitive, l'histoire ne serait que mémorisation. Ce serait un livre fermé.
Mais l'histoire n'est pas un livre fermé. C'est une enquête continue. À chaque décennie, de nouvelles technologies nous permettent de lire les preuves de nouvelles manières. Des tests ADN qui n'existaient pas il y a 20 ans. Des satellites capables de détecter des structures sous la forêt. Une datation plus précise. Une analyse chimique plus sophistiquée. Et que se passe-t-il? La preuve continue de pointer dans la même direction. Elle continue de confirmer présence, sophistication, continuité. Elle continue de laisser les écoles face à un choix, enseigner cela ou rester silencieuses. La question non résolue n'est pas « cela s'est-il passé ?» Celle-ci est répondue par la preuve. La question non résolue est « pourquoi le silence persiste-t-il malgré une réponse si claire ?» C'est le vrai mystère. C'est ce qui devrait nous tenir éveillés la nuit. Car voici la chose la plus troublante. Une fois que vous savez que cela existe, vous ne pouvez pas vous empêcher de le remarquer quand c'est absent. L'absence devient présence. Le silence crie. Vous lisez un livre d'histoire et vous remarquez l'espace où quelque chose devrait se trouver. Vous vous asseyez dans une salle de classe et vous remarquez ce qui n'est pas dit. Vous lisez un programme national et vous voyez la lacune qui a été laissée. Et cette lacune, cette absence délibérée ou négligente ou politique ou culturelle, devient plus intéressante que n'importe quelle réponse simple ne pourrait l'être. Parce qu'elle remet en question la façon dont le savoir est supprimé. Comment les récits persistent, malgré les preuves. Comment les systèmes institutionnels se perpétuent, même face à la vérité. C'est cela l'histoire. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé. C'est pourquoi certaines versions de ce qui s'est passé ont prospéré, tandis que d'autres ont été enterrées. Nous avons commencé ce voyage en cherchant des preuves que les écoles bannissent. Et oui, nous l'avons trouvé. Des montagnes de preuves, documentées à travers les siècles, confirmées à travers les continents, validées à travers les disciplines. La preuve est claire, univoque, disponible pour quiconque veut chercher. Mais le vrai cadeau que cette enquête offre n'est pas une réponse définitive sur les raisons du silence. Personne ne peut vraiment vous la donner. Ni les historiens, ni les archéologues, ni les généticiens, ni moi. Parce que la réponse implique la politique, le pouvoir, le privilège, la peur, l'inertie institutionnelle, l'intérêt économique, des facteurs qu'aucune discipline isolée ne peut entièrement mesurer. Le vrai cadeau est ceci. Maintenant vous savez ce qui manque au récit. Maintenant vous connaissez les preuves qui ont été marginalisées. Maintenant vous comprenez que lorsque quelqu'un dit « mais l'histoire est plus compliquée que cela », il a souvent raison. Non pas parce que la preuve est compliquée, mais parce que les facteurs qui maintiennent la preuve silencieuse sont compliqués. Et avec cette connaissance vient le pouvoir. Non pas le pouvoir de résoudre le mystère définitivement, mais le pouvoir de poser de meilleures questions. Le pouvoir de voir les lacunes. Le pouvoir de chercher des preuves là où, avant, vous supposiez que le silence signifiait l'absence. Alors voici ce que je veux que vous fassiez avec cela. Partagez-le avec quelqu'un qui croit que l'histoire est simple. Quelqu'un qui pense que si quelque chose était important, cela aurait certainement été enseigné. Quelqu'un qui est confiant que les livres d'histoire contiennent la vérité complète. Partagez-le, parce que ces personnes ont besoin de savoir que l'histoire est bien plus intéressante, compliquée et précieuse lorsque vous découvrez des couches qui étaient cachées. La vérité? Vous êtes venu chercher des preuves que les écoles bannissent. Vous avez trouvé plus que des preuves. Vous avez trouvé un mystère qui ne sera pas résolu en une vidéo. Il ne sera pas résolu en un an. Peut-être ne sera-t-il pas résolu en une génération. Parce que le résoudre signifierait transformer des institutions. Cela signifierait admettre une négligence historique. Cela signifierait reconfigurer notre compréhension de l'identité nationale, de la propriété, de la légitimité. Et peut-être, juste peut-être, est-ce la vraie raison pour laquelle le silence persiste. Ce n'est pas un manque de preuves, c'est une abondance de preuves. C'est que reconnaître ces preuves est moins compliqué que de gérer ce que cela implique. Mais les preuves sont là. Les artefacts sont dans les musées. L'ADN est dans les laboratoires. Les documents sont dans les archives. Les noms sont conservés sous de multiples formes, dans de multiples langues, sur de multiples continents. Et chaque année, de nouvelles données émergent, de nouvelles confirmations, de nouvelles découvertes, qui continuent d'être marginalisées, qui continuent de ne pas être enseignées, qui continuent d'exister malgré le silence. Le mystère perdure, et c'est la vérité la plus puissante de toutes. Parce qu'un mystère qui perdure signifie que l'enquête continue. Cela signifie qu'il y a toujours plus à découvrir. Cela signifie que l'histoire n'est pas un livre fermé,
mais une conversation permanente. Vous savez maintenant ce qui manque. Vous savez qu'il existe des preuves. Vous connaissez l'ampleur du silence qui l'entoure. Vous comprenez qu'expliquer pourquoi ce silence existe est plus complexe que toute réponse simple ne pourrait l'être. Alors, quand quelqu'un vous dira que l'histoire est si claire, vous saurez qu'ils ont tort. Qu'il existe des couches, qu'il existe des silences, qu'il existe des lacunes là où des preuves devraient en se trouver. Et que ces lacunes, ces mystères, sont précisément là où la vraie histoire se déroule. Les preuves sont claires. Le mystère, il est permanent. Et c'est précisément là, dans cet espace entre ce que nous savons et pourquoi nous continuons à ne pas l'enseigner, que réside la véritable question. Quelles autres histoires établies pourraient être tout aussi peu établies? Quelles autres vérités historiques sont construites sur des silences? Ce sont les questions que les enquêteurs doivent poser. Ce sont les questions que vous pouvez commencer à poser maintenant. Parce que le vrai pouvoir ne vient pas des réponses. Il vient de savoir quelles questions poser.